8h17, Stéphane Hamon, je vous repasse le micro. Qui est votre invité dans un instant? Eh bien, Axel, notre invité est Corentin Le Fur, le temps d'un petit jingle. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Notre invité, donc Corentin Le Fur, député des Républicains de la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Lamballe-Loudéac, est avec nous en direct dans cette matinale de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors Corentin Le Fur, que se passe-t-il chez les Républicains? Parce que il y a eu beaucoup de tangage ces dernières heures. Les Républicains qui, en tout cas par la voix de leur président, ne devaient pas participer au gouvernement Le Cornu 2. Et pourtant, il y a quelques Républicains dans le lot des ministres, si vous me permettez ce terme. Oui, exactement. Alors, on voit qu'on est dans une situation extrêmement compliquée. Une situation parfois un peu désespérante. Depuis une semaine, c'est presque un cirque. Et d'ailleurs, les Français, à juste titre, sont désespérés et nous le reprochent. Une situation assez bouleversante qui n'est facile pour personne et que tout le monde regrette, à commencer par moi. Ce que je pense, moi, c'est que dans une situation aussi compliquée, aussi difficile, alors que le pays est dans une situation catastrophique et où nos voisins se moquent de nous, je pense que les Républicains, en tout cas la droite et le centre, doivent prendre leurs responsabilités, ne peuvent pas se défausser. Et quand ils sont amenés à avoir une compétence, et en l'occurrence on a des ministres qui ont des vraies compétences, ils ne peuvent pas se cacher et ils doivent essayer de trouver un compromis, participer autour de table pour obtenir un budget. Déjà, c'est ce qui est nécessaire et qui devient très urgent. Et surtout redresser le pays et arriver à retrouver enfin une période de stabilité dont on a absolument besoin. Moi, beaucoup de gens, en tout cas sur le terrain, tous les week-ends nous le disent, mais entendez-vous, mettez-vous autour de la table, faites des compromis entre vous, mais trouvez des voies de passage, parce que c'est l'intérêt de la France qui est en jeu. Alors l'intérêt de la France, c'est ce budget qui doit arriver avant la fin de l'année. Mais un petit mot quand même sur ces ministres républicains qui sont arrivés au gouvernement. Ils vont être exclus des républicains ou c'est pas encore décidé? Ce serait ridicule de les exclure. On est une force politique qui a connu beaucoup de difficultés ces derniers temps. Il faut absolument pas se recroqueviller. Et des purges staliniennes, c'est absolument pas notre façon de procéder. Donc non, ça serait ridicule de les exclure. Moi, je me réjouis, par exemple, qu'à l'agriculture, on est quelqu'un de la compétence d'Annie Genevard. On est dans une situation agricole très compliquée. On voit sur la situation des prix. On voit quand même que la situation devient vraiment périlleuse. Changer de ministre de l'Agriculture dans ce contexte-là, alors qu'on a quelqu'un qui défend l'agriculture, qui défend l'élevage, j'en ai déjà parlé souvent avec Annie Genevard, qui est bien consciente de la difficulté de ce que vivent les agriculteurs, notamment en Bretagne, ça serait périlleux. Donc moi, je me réjouis que sa compétence puisse se poursuivre au sein du ministère de l'Agriculture. Donc non, il ne faut pas les exclure. Moi, je salue quand même malgré tout le travail remarquable de Bruno Retailleau quand il était au gouvernement. Ça a été un grand ministre. Je peux comprendre qu'il soit déçu, désabusé, qu'il ne veuille pas participer à ce gouvernement. C'est tout à fait entendable. Et je comprends beaucoup de ses arguments. Mais s'il y a des ministres anciens, en exercice ou nouveaux, les Républicains qui ont une compétence à apporter, dans une situation encore une fois aussi compliquée, ils ne doivent pas fuir leurs responsabilités. C'est finalement la vision gaulliste ou gaullienne à laquelle je suis extrêmement attaché, qui est quand la patrie est en péril, quand la situation est difficile, c'est justement parce que la situation est difficile qu'on ne doit pas fuir nos responsabilités et qu'il faut s'entendre, trouver, même si on n'est pas d'accord loin de là avec tous les personnes de ce gouvernement. Moi, je suis très très critique sur l'action du président de la République qui a complètement perdu les pédales, mais malgré tout, c'est la France qui est en jeu et on ne doit pas se défausser et on doit trouver, s'il le faut, un gouvernement d'union nationale pour répondre à l'urgence de la situation. Alors on entend justement beaucoup de choses autour du président de la République, d'aucuns demandent carrément sa démission, on s'attend peut-être à une dissolution, on rentre dans une période d'incertitude, de turbulence, voilà, et peut-être justement vous citiez le général de Gaulle tout à l'heure avec ce ras-le-bol des Français, peut-être aurait-il évoqué la chienlit en voyant ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui une forme de pétaudière. Alors comment s'en sortir ? Alors oui, il serait assez désespéré, le général de Gaulle, mais on est dans une pétaudière depuis presque un an. On pâtit de cette situation où personne n'a de majorité et où malheureusement, on voit que les forces politiques font souvent passer leurs intérêts partisans ou des querelles d'ego avant l'intérêt du pays. Et là, on en pâtit, on est en plein dedans et c'est difficile d'en sortir. Mais on doit absolument en sortir. Évidemment, on se prépare à toutes les hypothèses.
Mais est-ce qu'une dissolution changerait fondamentalement la donne ? Je ne crois pas. On resterait sur le même schéma finalement. Non, peut-être pas, mais déjà c'est périlleux pour voir il y a une force politique qui, en l'occurrence le Rassemblement national, qui fait tout pour que la situation explose, parce que son intérêt partisan, son intérêt électoral, son intérêt à lui, c'est la dissolution, quitte à sacrifier les intérêts du pays. Et c'est pas une attitude digne, une attitude responsable. Donc non, moi je veux surtout pas leur dérouler le tapis rouge, leur donner ensuite répondre à leurs demandes. En plus, moi, évidemment, je sais le danger qu'ils peuvent représenter. Vous faites référence à LFI, à la France Insoumise. Aux extrêmes en général, LFI évidemment et le Rassemblement national, les deux grands partis d'extrême qui ont intérêt au chaos, qui entretiennent le chaos, qui soufflent sur les braises, parce que leur intérêt partisan, c'est la dissolution. Mais c'est pas une attitude digne, une attitude responsable, une attitude que devrait être celle des élus de la République. Donc moi, je cherche des voies de passage pour éviter cette issue. Et finalement, les Français, ils ont voté en 2024. Ils ont choisi, en effet, cette composition qui n'est pas simple, mais on doit apprendre de ça, et on doit au moins jusque 2027, et ensuite, évidemment, les intérêts des partis politiques, et puis la campagne devra reprendre ses droits, mais jusque 2027, moi, je suis favorable à un pacte gouvernemental, un pacte de coalition, pour au moins sortir le pays de l'ornière et ne pas perdre encore 18 mois jusqu'aux prochaines présidentielles, puisque le président de la République, on peut le regretter, mais a décidé ne veut visiblement pas démissionner. Donc, sans nouvelle présidentielle, on doit trouver des voies de passage jusqu'en 2027. La question va être un peu brutale, vous me l'accorderez, mais le macronisme est-il mort, finalement ? Moi, je pense que oui. On voit les conséquences. Finalement, le président de la République porte une très très lourde responsabilité dans la situation et le bazar d'aujourd'hui. On a l'impression vraiment je le dis, qu'il a un peu perdu les pédales, qu'il ne maîtrise plus rien. Il se préoccupe peut-être de la situation internationale, mais au niveau national, il ne maîtrise plus rien. Il est complètement marginalisé, il est déconnecté de la réalité des Français. Je sais pas à qui il parle, mais en tout cas, il ne parle plus aux Français, il n'écoute plus les Français. Il est déconnecté, finalement, de la situation et des Français. Oui, complètement. Il est complètement déconnecté. Et ce que je constate, on peut le regretter, moi je le regrette, c'est que finalement, le macronisme, cette idée de dire qu'il n'y a plus de droite ni de gauche, que tout se vaut, ça a eu deux conséquences. Enfin, une conséquence majeure, c'est la montée des deux extrêmes. Et ça, c'est très regrettable, très déplorable pour le pays. Il faut redonner, j'allais presque dire, du lustre à la politique, parce qu'on voit aussi qu'il y a une déconnexion entre les Français et le personnel politique, alors à divers niveaux, à divers degrés évidemment, mais on sent une forme de ras-le-bol aujourd'hui, de fatigue généralisée. Là aussi, souvent on pointe du doigt la façon de faire de la politique, en tout cas celle qu'a un petit peu imprimé le président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui il faut, j'allais dire, presque redorer le blason de la politique ? Et là encore, c'est aussi une responsabilité fondamentale du président de la République. Si finalement les Français rejettent autant la politique, rejettent autant le personnel politique, c'est aussi parce qu'ils rejettent fondamentalement le président de la République et qu'il incarne, à tort ou à raison, mais en partie à raison, la déconnexion avec les Français. Et tout le monde en pâtit. L'image de la politique, c'est considérablement écorné. L'autre responsabilité, c'est quand même les élus extrêmes, et notamment quand je vois le comportement de certains députés LFI, la façon dont ils se comportent, leur attitude qui n'est absolument pas républicaine, évidemment, ça salit évidemment tout le Parlement et ça détériore l'image des hommes politiques. Donc ça, c'est catastrophique en termes d'image. Évidemment qu'il faut redonner du lustre à la politique, montrer que l'engagement politique, il est noble, il est beau, qu'il soit l'engagement local ou l'engagement national. Il ne faut pas en avoir honte. On a besoin de gens qui ont des compétences, qui veulent servir leur pays, qui veulent servir leur territoire et qui s'engagent en politique. Et c'est beau. Et on s'engage pas pour soi, on s'engage pour changer le monde, donc pour améliorer concrètement la situation de ses électeurs ou la situation des gens qu'on représente. Et c'est beau comme fonction. C'est une fierté, c'est une grande fierté pour moi d'être élu de la République, d'être député d'une très très belle circonscription, de gens auxquels je suis fondamentalement attaché, des gens en milieu rural plutôt, qui ont des petits salaires, que j'ai envie de défendre. J'ai envie d'améliorer leur situation. Et on est beaucoup quand même, malgré tout, d'élus à avoir cette envie. Mais on pâtit de quelques irresponsables qui sont très déconnectés de la réalité des Français et de comportements parfois
extrême de certains députés qui nous salissent aussi, nous, forcément, par contagion. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens que vous croisez, parce que je sais que vous êtes beaucoup sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils reprochent peut-être parfois, là encore, au personnel politique? C'est ça, ils reprochent... Moi, tous les week-ends, je suis sur le terrain, j'adore ça. Et le propre d'un élu, et encore plus d'un élu, aussi d'un élu national, c'est la proximité, c'est l'accessibilité, et c'est être disponible, être là à leur côté, partout, tout le temps, toute l'année. C'est ce que je fais, c'est ce que je m'astreins à faire, et en plus c'est passionnant parce que ça nous permet de voir les Bretons, les Français, en tout cas les habitants de la circonscription de Ludac-Lamballe tous les week-ends notamment. Et c'est comme ça qu'on arrive à, dans un cadre souvent festif, en allant chez eux, en organisant aussi des permanences, ce que je fais, je les reçois aussi à mon bureau, et ben on entend ce qu'ils disent, on comprend ce qu'ils vivent, on les côtoie, on les entend. Et ensuite, le but évidemment d'un élu, c'est de faire remonter leurs difficultés, leurs inquiétudes, leurs doutes, leurs problèmes à Paris pour la traduire dans la loi. Et en effet, ce qu'ils constatent, c'est que beaucoup de responsables politiques sont déconnectés, ne les écoutent plus, ne les entendent plus et ne se préoccupent plus de leur situation. D'où la tentation parfois d'un vote extrême que je regrette, mais qui peut se comprendre et qui s'explique par ce rejet des hommes politiques et d'une certaine façon de faire la politique. Alors justement, le vote extrême, on entend beaucoup le Rassemblement national par la voix de Marine Le Pen qui a dès hier soir appelé à une dissolution, qui a appelé à censurer déjà le gouvernement. Si demain il y avait une dissolution, on va rentrer à nouveau dans une période d'incertitude, de campagne électorale. Est-ce que l'union des droites, par exemple, est une idée pour en sortir, pour débloquer la situation? On l'entend par la voix de plusieurs personnalités politiques, alors effectivement plutôt situées sur la droite de l'échiquier, en tout cas l'extrême droite. Est-ce que à ce moment-là, on peut imaginer quelque chose? Est-ce que LR pourrait prendre part, par exemple, à une forme d'union des droites? Non, c'est hors de question. Moi, je ferme totalement la porte à l'union des droites. Je suis de droite, gaulliste, attaché à cette droite de gouvernement qui, à mon avis, a beaucoup à apporter au pays. Ensuite, en revanche, moi, je parle et j'écoute tous les électeurs, y compris des électeurs qui ont voté RN ou qui sont tentés par le RN et qui souvent le font. C'est pas un choix que je partage, mais je peux comprendre le raisonnement qui les ont amenés à être tentés par le Rassemblement national. Et le but, évidemment, c'est leur redonner un espoir, les inciter à se tourner vers des partis de gouvernement, leur montrer que c'est finalement nous qui étions capables d'apporter la solution et pas les chimères du RN. Et moi aussi, là, je pose quand même les bases. Une dissolution, ça aurait un coût majeur pour le pays. C'est plus de 13 milliards d'euros. Est-ce que notre pays peut se permettre le luxe de dépenser, de jeter à la poubelle 13 milliards d'euros uniquement pour servir les intérêts de Marine Le Pen et de son parti? Absolument pas. Le RN est dans une attitude totalement irresponsable. Ils cherchent vraiment le chaos, ils cherchent l'instabilité, parce que c'est leur carburant politique, mais c'est certainement pas l'intérêt de la France et des Français. Il y aura une campagne en 2027, il y aura une élection, et à ce moment-là, les Français devront ou pourront trancher, mais croire qu'une dissolution serait la solution, absolument pas. Et moi, je réfute toute idée d'union des droites. C'est absolument pas d'ailleurs ce que propose la droite et LR. Bruno Retailleau a très clairement fermé la porte et je lui en suis gré. Alors, pas de dissolution, donc si demain il y avait un nouveau gouvernement, alors peut-être le Cornu 3, je ne sais pas, on est habitué à pas mal de surprises en ce moment, on va quand même rester dans une situation de blocage, et il y a la difficulté économique au bout, puisqu'il faut voter un budget avant le 31 décembre, il y a 70 jours d'examen au Parlement de ce budget, le timing est très serré. Est-ce que vous craignez que, par exemple, on n'arrive pas à voter ce budget avant la fin d'année? Mais il le faut. Moi, encore une fois, sur le terrain, je vois les commerçants, je vois les artisans, je vois les chefs d'entreprise, je vois les associations, je vois les élus. Tout le monde dépend de ce budget. On a absolument besoin d'un budget. On ne peut pas fuir, là encore, nos responsabilités. Il faut voter un budget avant la fin de l'année. C'est une responsabilité qu'on a tous collectivement. Et donc, on ne peut pas spéculer à chaque fois sur un nouveau gouvernement. On perd du temps. On a des réponses concrètes aussi à apporter aux difficultés des Français. On voit sur la question du pouvoir d'achat,
sur la question, on a parlé de la question agricole, la situation elle est périlleuse, la question de la fiscalité qui inquiète, et à juste titre. Donc toutes ces questions, elles doivent être tranchées par un budget. Donc on a absolument besoin de voter un budget. Donc c'est à mon avis là encore irresponsable ou pas à la hauteur de la situation de spéculer sur un autre gouvernement. Au bout d'un moment, ce gouvernement, il est sans doute pas parfait, il a des défauts, mais on a besoin d'avancer, on a besoin de s'entendre. Donc l'intérêt collectif, c'est que ça fonctionne et qu'on apporte des réponses aux difficultés des Français. Et s'il y a des solutions, évidemment qu'on s'y prépare. Faut avoir peur de rien, et c'est certainement pas mon cas. Mais l'intérêt, à mon avis, des Français, c'est qu'on arrive à s'entendre pour avoir un budget. On peut imaginer un budget qui serait adopté par ordonnance. Ça peut être quelque chose qui pourrait, en dernier recours, intervenir. Il faut se préparer à toutes les possibilités, vu la situation très compliquée qu'on vit. Finalement, tout est inédit dans cette situation. La situation est tellement compliquée, tellement nouvelle, tellement parfois pénible, qu'on doit se préparer à toutes les possibilités. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que le Parlement souverain, élu par le peuple, fasse son travail et débatte, discute, vote d'un budget. Il y aura beaucoup de sujets de fond à trancher sur lesquels on doit avoir des débats. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne solution, que ça soit... je ne suis pas favorable moi, à un budget voté par ordonnance. C'est trop important pour qu'on n'ait pas un débat parlementaire sur ce sujet-là. On parle d'une situation qui serait proche de celle de la fin de la 4e République. Et là aussi, ça nous ramène encore au général de Gaulle. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive aux limites finalement de la 5e République? Est-ce qu'il faut repenser la 5e ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? On entend beaucoup de voix, là encore à gauche, qui demandent une nouvelle République. Est-ce qu'on arrive finalement à une forme de limite de cette 5e République? La 5e République, comme... jusqu'à très récemment, elle est factrice de stabilité. Depuis 1958, on a vu qu'on a quand même des gouvernements stables. C'est une grande chance parce que, rappelez-vous, plus beaucoup qui l'ont connu, mais quand même, l'instabilité de la 4e, l'instabilité finalement de toute la première partie de ce siècle. On n'avait pas de gouvernement stable, on avait une constitution trop fragile. Donc on doit énormément à la 5e. La 5e République a garanti quand même la stabilité des institutions. Et c'est pas parce qu'on a en effet une situation inédite, nouvelle, à mon avis temporaire, heureusement, de grande instabilité, qu'il faut tout remettre en question. On a, à mon avis, une constitution équilibrée qui permet aux politiques de pouvoir exercer leur mandat et leur pouvoir. Mais ça nécessite des ajustements. Moi, ce que je regrette, c'est que parfois, l'effacement du politique, parce qu'on voit que la sphère administrative a pris le pouvoir dans beaucoup de cas. On voit aussi le gouvernement des juges, on le voit tous les jours, c'est pas du tout un mythe. Donc il faut que le politique reprenne, ne fuit pas ses responsabilités et reprenne un pouvoir qu'ils doivent au peuple et dans un choix exercé souverainement. Alors, vous parliez du pouvoir des juges. Il y a eu effectivement le jugement dans ce qu'on a appelé l'affaire Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui va connaître aujourd'hui ses conditions d'incarcération, a priori à la prison de la Santé. C'est un coup de poignard dans ce qui a pu être avant LR, l'UMP par exemple. Comment vous avez vécu cette mise en examen et cette condamnation du président, enfin de l'ancien président de la République? C'est un très mauvais signal. Personne ne peut se réjouir de voir un président de la République, on l'aime ou on l'aime pas, mais il a servi son pays pendant des années et des années. Voir ce président de la République mettre en prison, personne ne peut s'en réjouir. Moi, je constate juste l'extrême sévérité de la sanction et de la peine. Je comprends pas le mandat de dépôt, je comprends pas que l'appel ne soit pas suspensif. Après, voilà, c'est entre les mains de la justice et je sais que Nicolas Sarkozy va continuer de se défendre avec beaucoup d'énergie. Mais se glosser ou se réjouir de la situation, c'est à mon avis pas à la hauteur de la situation. Et on doit tous collectivement le déplorer parce que c'est l'image de la France, in fine, qui est malheureusement affectée et abîmée. Alors l'image de la France, on en parle aussi beaucoup en ce moment avec cette paix qui pourrait arriver enfin en Israël et à Gaza également, en Palestine. Cette libération des otages qui a commencé ce matin
depuis quelques heures maintenant. Et on a reproché à la France de ne pas avoir pris une position ferme, une position claire. Emmanuel Macron, le président de la République, se rend en Égypte c'est pour parler de paix. Est-ce que là aussi, j'allais dire, la diplomatie française a été écornée quelque part? La voix de la France, elle est plus entendue. La position internationale de la France, elle s'est marginalisée. Et on a une diplomatie qui ne pèse plus. Ça, on le peut constater. On a un président de la République qui s'agite, mais qui ne décide plus de grand-chose. Et ça, c'est aussi regrettable parce que la France a été une grande voix dans le monde. Et a souvent une position d'équilibre qui a permis de faire avancer beaucoup de situations et de régler des conflits dans lesquels la France a joué un rôle majeur. C'est plus le cas. On peut le regretter, c'est plus le cas. Évidemment, moi, malgré tout, je me réjouis, c'est une très très bonne nouvelle de cette avancée dans une situation au Proche-Orient où la libération des otages, la fin de la guerre de Gaza, évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Et tous ceux qui ont œuvré à cet accord, évidemment, moi, je les salue. J'espère que cette paix, elle sera durable, parce qu'en effet, on a vu des situations humainement inadmissibles. Et le drame de ce qu'ont vécu à la fois les Gazaouis et puis les otages israéliens, c'est dramatique, c'est affreux. Humainement, on ne peut pas le tolérer. Donc j'espère que le processus de paix est durablement enclenché. Alors, on a vu quand même Donald Trump très à la manœuvre sur cette paix presque à marche forcée. Là aussi, c'est un petit peu une forme d'hégémonie des États-Unis sur... on a parlé de gendarmes du monde, même si là, pour le coup, ça porte ses fruits. Est-ce que Trump a bien fait, finalement, de jouer un peu des coudes? Tout ce qui peut conduire à la paix ou être... facteur de paix, évidemment que c'est une bonne chose et je le salue. Et si cette paix, elle a été permise par les États-Unis, à la limite, peu importe, tant mieux. Le seul résultat qui compte, c'est la paix, c'est la libération des otages, c'est la fin des bombardements et de la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Donc, maintenant d'où ça vient, à la limite, peu importe. Ce qui compte, évidemment, c'est la paix. Je constate que la France ne pèse plus grand-chose et qu'en effet, c'est plutôt les États-Unis qui décident, en tout cas qui arrivent à régler les situations aujourd'hui. Évidemment, notre intérêt, c'est que la France et l'Europe aussi soient entendues, pèsent et retrouvent dans le concert des nations une part prépondérante. Mais on n'en est pas pour l'instant. On n'en est pas là pour l'instant, hélas. J'avais envie, avant de conclure, de revenir un petit peu sur le terrain politique, et j'allais presque dire sur l'aspect plus local et nos territoires. On en parle beaucoup des territoires aujourd'hui. Face à la situation de blocage politique en France, certaines voix s'élèvent pour dire, voilà, il y a trop de centralisme, il faut décentraliser, il faut pouvoir décorseter quelque part la politique et l'éloigner un peu de Paris. Est-ce que c'est une bonne idée, finalement, cette décentralisation? On parle même d'autonomie pour la Bretagne. Mais c'est une excellente idée. Et moi, je défends cette idée d'une plus grande décentralisation depuis toujours. C'est fondamental. Moi, je pense qu'en effet, on a parfois un pouvoir qui s'est très éloigné des territoires. Il faut donner la parole aux territoires. Je pense que l'échelon local est souvent l'échelon le plus adéquat pour savoir comment régler et comment protéger aussi son mode de vie. Donc moi, je suis favorable à beaucoup plus de décentralisation, aussi plus d'autonomie de la Bretagne, ça je l'assume aussi depuis toujours. Donc évidemment, tout ce qui pourra aller dans ce sens, je suis favorable. Moi, je salue aussi l'action remarquable des élus locaux qui, malgré la situation nationale très compliquée, continuent de travailler, ont pris leurs responsabilités, dans des conditions parfois très difficiles, défendent vraiment leur territoire et leur population. Et on a besoin d'eux en ce moment. Après, on aura toujours besoin d'élus nationaux, et on a besoin des deux, mais on a besoin d'élus nationaux qui soient beaucoup moins déconnectés, qui soient beaucoup plus concernés par ce que vivent la population française et qui y apportent des solutions. Alors justement, est-ce que l'échelon du député, ce n'est pas cette courroie de transmission entre l'élu local et l'élu national? On entend certaines voix, là encore, qui se prononcent pour le retour d'une forme de cumul des mandats avec les députés maires, par exemple, pour permettre à l'Assemblée nationale d'être plus connectée sur le terrain. Oui, alors tout ce qui pourra contribuer à rendre les députés moins déconnectés, évidemment, j'y suis favorable. Après, je vois l'énorme travail qu'on a en tant que député. Est-ce que c'est raisonnable, finalement?
Je ne sais pas si c'est désormais à nouveau accepté ou acceptable de pouvoir cumuler des mandats, mais en tout cas, moi, ça ne me choquait pas d'avoir des députés maires, parce qu'en effet, souvent les maires étaient les premiers informés des difficultés de leurs concitoyens, étaient pleinement ancrés dans leur territoire, et ensuite pouvaient remonter tout ça à Paris. Et ce qui explique aussi peut-être cette déconnexion, c'est d'avoir des élus parisiens ou des députés qui n'aient plus de mandat local, qui n'aient plus de mandat de maire. Moi, je suis conseiller municipal de Quintin, une commune à laquelle je suis très attaché. Mais c'est passionnant, c'est comme ça qu'on voit la base, qu'on comprend aussi comment fonctionne une collectivité locale, qu'on est au plus près des difficultés des habitants du terrain, et qu'on puisse ensuite peser aussi au niveau national, parce qu'on fait remonter les difficultés, ou en tout cas le quotidien des Français et des habitants de notre circonscription. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Corentin Le Fur. Je rappelle que vous êtes député des Républicains de la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Lamballe-Loudéac, et vous étiez ce matin à Saint-Brieuc dans les studios de Bretagne 5, studios encore temporaires. Les autres se construisent quasiment sous nos yeux. Voilà. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, très bonne journée à tous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.